Soit toute une délégation de Gilets jaunes et qui vont nous parler justement des revendications tant au niveau national qu'au niveau local et de la suite qu'ils donneront à leur mouvement. Donc je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors concrètement, qui sont les Gilets jaunes ici en Guadeloupe? Qui êtes-vous? Les Gilets jaunes, c'est le peuple. Nous sommes ni politiques ni syndicats. C'est juste une revendication, c'est-à-dire que le peuple n'est pas écouté. Donc s'il n'est pas écouté, il n'est pas respecté. Donc on se met en avant pour faire passer le message parce que le peuple n'est pas satisfait. Donc s'il n'est pas satisfait, on est obligé de se rebeller. Bon, ça fait bien longtemps que le peuple n'est pas forcément satisfait des mesures gouvernementales qui sont prises. Pourtant, il n'y a pas eu de mobilisation pour autant. Qu'est-ce qui fait la différence cette fois-ci? C'est-à-dire que tout le monde a vu que Macron, il a poussé un petit peu loin. En touchant à la retraite, oui, on va être fin sur les mots. En touchant à la retraite, augmentation de l'essence, prélèvement à la source, tout ça, ça fait un petit peu beaucoup quand même, pour un jeune qui vient d'arriver. D'accord avec le propos, tout le monde, je pense, est d'accord. Oui. Mais on a un peu l'habitude avec des gouvernements réfractaires. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est vraiment le comportement de Macron ce coup-ci? C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En fait, il a allumé une mèche qu'il ne saura pas contrôler. On le voit. Mais c'est son comportement qu'il a fait ou les annonces? Non, alors il faut déjà savoir que je pense que tous les Français et les Guadeloupéens aussi, ils subissent justement le sort par rapport aux différents gouvernements qui ont été mis en place. On a vu déjà les promesses par rapport à la loi El Khomri. Quand vous avez le peuple qui sort dans les rues et qui dit stop, il faut stopper. Là, ils n'ont pas stoppé. Et là, ils enchaînent. Ce sont des rafales. Ce sont vraiment des rafales. Donc là, avec le prix du carburant, vous voyez que vous avez le quart, même près de la moitié de votre population qui se trouve dehors, qui vous dit non, on en a marre. Et vous continuez, vous dites on entend, mais on ne changera pas de cap. Donc oui, c'est ça qui a allumé la mèche. Certes, le carburant, c'est comme un effet de mode. Tout le monde s'est basé sur le carburant, mais le carburant n'a fait que mettre en lumière toute la colère justement du peuple et toutes les injustices, parce qu'il n'y a pas que le carburant. En Guadeloupe, nous avons d'autres problématiques. Nous avons l'eau, nous avons l'essence, nous avons les sargasses, nous avons le CHU, nous avons le chômage, nous avons énormément de problématiques. Sauf que la population s'est endormie. Jusqu'à quand? Jusqu'à maintenant. Maintenant, nous nous réveillons. Est-ce que nous sommes bien réveillés ou bien on est encore dans un état un peu de somnolence? Est-ce que vous arrivez à fédérer? Est-ce que les Guadeloupéens prennent part à ce mouvement? On sait que sur le mouvement du 27, il y a effectivement des automobilistes qui avaient mis leur gilet jaune. Il y a eu quelques opérations, mais est-ce que pour vous, c'est déjà suffisant? Pas du tout. Je vous retourne avec la question. Est-ce que vous voyez dans les rues que les Guadeloupéens sont en somnolence ou ils sont éveillés? Regardez la Black Friday. Ça n'a pas fonctionné. Comment? Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Ah, contrairement à oui, mais ça n'a pas fonctionné, mais le problème c'est que vous avez un souci au gouvernement et pour moi tout le monde. Vous avez vu l'ouverture de Conforama. D'accord? Par contre, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Trop bien. D'accord. Donc il y a un problème. C'est la même chose que les moins 50% dans... voilà, je ne vais pas citer la marque. Donc on est bien d'accord, c'est un problème de préoccupation. Voilà. Donc pourquoi le Guadeloupéen ne se sent pas préoccupé au même titre que les Français d'Hexagone? C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu depuis 2009, comme je ne sais pas comment je pourrais m'exprimer en disant ça, mais je pense que ça a laissé quelques séquelles dans l'esprit de certains Guadeloupéens, Guadeloupéennes. Enfin, je dirais même dans la tête de la population. Puisqu'il n'y a pas que des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes qui vivent en Guadeloupe. Vous parlez de la désillusion, voilà, de l'après? Il y a eu tout ça. Il y a eu des gens qui ont perdu leur emploi, il y a eu des gens qui allaient montrer leur entreprise. Bon, il faut dire, moi personnellement, ça c'est mon point de vue. J'estime qu'il y a certains patrons qui ont profité de ça, du LKP, pour pouvoir dire que bon, ben voilà, désolé, on a fait faillite, mais ils se sont déjà bien remplis les poches. Et puis, je dirais, c'est un jeu de mots. Grâce au LKP, pour eux, ils ont profité de ça pour pouvoir dire bon ben on met la clé sous la porte et puis basta. C'est fort possible. On va pas omettre cette hypothèse, mais on a eu le LKP, certes. Tout le monde n'était pas forcément d'accord non plus avec le mouvement du LKP, comme tout le monde n'est pas d'accord en ce moment avec les Gilets jaunes. C'est quoi la différence entre les deux? Parce que tout le monde parle du LKP comme étant un événement précurseur des Gilets jaunes.
Bon, déjà, le LKP, c'est un syndicat. Nous, comme je l'ai dit, dès le début de l'émission, on n'est ni politique, ni syndicat. Qui veut dire que c'est la population. C'est la population. On n'a ni dirigeant, on n'est ni politique, ni syndicat, il n'y a pas de dirigeant. C'est le peuple. Nous sommes tous touchés, quelle que soit la race ou le métier. Alors, comment effectivement arriver à faire l'unanimité? Vous parliez de fermeture d'entreprise pour le LKP. Là, on voit qu'à La Réunion, il y a des gilets jaunes qui sont déjà accusés en fait de tuer l'économie de l'île. On risque de vous attaquer pour les mêmes raisons. Qu'est-ce que vous répondrez à la population? Nous, je pense qu'on essaie d'agir intelligemment. On essaie de s'organiser. Et on pense à tous les problèmes. On pense à nos enfants. On pense à la population qui a déjà été marquée en 2009. Donc on essaye de faire les choses bien, de s'organiser, de faire des réunions, de rencontres. Comme c'était le cas d'ailleurs hier au Vélodrome de Godoliane, je crois bien. Exactement. Et donner tout un chacun la parole, son opinion, et pouvoir peser le pour et le contre, et exposer les problématiques en fait. Donc vous fonctionnez de façon collégiale pour prendre vos décisions d'action. Sans trop perturber la population. Sans trop perturber. Donc, est-ce qu'on peut déjà avoir un petit point sur les actions que vous avez menées, notamment sur ces 2 dernières semaines? On a essayé on était dans l'obligation, parce que par rapport aux appels qu'on fait à la population où ils ne sont pas entendus, où ils ne sont pas connectés, on a essayé de faire des opérations pour essayer de les toucher, pour essayer de les faire venir, pour les embêter un peu sur la route et tout. Et c'est vrai que ça ressemblait un peu à 2009, mais on est forcé de faire ça en Guadeloupe. On est forcé puisque les gens ne prennent pas conscience. Mais en Hexagone, c'est exactement la même chose. À La Réunion, c'est exactement la même chose. On est forcé de le faire pour les informer, les montrer. Sensibiliser, je dis. Ouais, les sensibiliser. Il faut rassembler. Le problème, c'est que tout le monde nous dit, c'est bien, la cause que vous soutenez est la bonne, mais le problème, c'est que personne n'a le courage, n'a le cran de venir. Après, je ne jette pas la pierre à beaucoup de personnes, parce que vous savez, les temps sont durs. Donc, ces personnes, si elles mobilisent de leur temps, elles pourront perdre de l'argent par rapport au travail, par rapport à leur implication au niveau de la famille. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir que peut-être qu'on ne gagnera pas maintenant, mais on gagnera à un moment. Est-ce qu'on n'est pas trop dans l'immédiateté, justement? Mais comment dire ça? C'est la mouvance qui le veut. Là, en fait, il y a eu un ras-le-bol. Donc, là, en fait, c'est vraiment... On est dans... Excusez-moi. Quand vous parlez justement de l'immédiateté, si vous voulez, on peut attendre janvier. Non, vous avez pas compris mon propos. On vit dans une société en fait où on est dans l'immédiateté, où on veut tout de suite. Oui, par rapport aux réseaux sociaux. Donc là, on se dit concrètement, moi j'ai besoin de financement maintenant, j'ai besoin de mes fonds maintenant, donc je ne peux pas me mobiliser maintenant, je le ferai peut-être dans 10 ans. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Vous savez pourquoi aussi nous sommes dans l'immédiateté? Parce que Monsieur le Président, je dirais Monsieur le Président, oui, n'est pas encore à la moitié de son quinquennat. Regardez ce qu'il fait. Ouais. Vous voulez attendre la fin de son quinquennat pour vous réveiller? Quand il n'y aura plus rien? Parce que le problème, c'est que avant, on pouvait dire que les politiques ils vont nous entuber et tout, que vous verrez dans 10, dans 15 ans. Mais vous verrez dans le mois prochain, dès le mois prochain. Ce ne seront pas nos enfants qui vont payer, ce seront déjà nous qui allons payer. Ensuite, ce seront nos enfants. Ensuite, ce seront les enfants de nos enfants. Et même les personnes qui ont travaillé avant. Regardez les retraités. Ils sont dans la rue. Déjà, à partir de samedi, on va voir comment ça va se passer après la manifestation de Paris, qui, à mon avis, va laisser beaucoup de séquelles. Déjà, celle du 27 a laissé beaucoup de séquelles. Charnière, justement. Essayez de... Venez. Rapprochez-vous. Samedi est un jour charnière, justement, où les choses vont se décider un peu plus. Mais comme dit la dame, on n'a pas le droit de se prendre le droit d'attendre. On n'a pas le droit vis-à-vis de nous, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de l'avenir de nos enfants, de nos départements. Il faut bouger maintenant. Malheureusement, 2009 a fait énormément de dégâts. Les gens n'ont pas oublié ça, tout le monde me le dit, et je comprends aussi parce que j'ai vécu 2009. Mais il y a un moment où, quand l'histoire impose, il faut savoir remettre le couvert. Je ne suis pas un révolutionnaire.
mais je suis acculé par les impôts et les taxes comme tout le monde qui travaille ou pas, parce que même quand on ne travaille pas, on paye de la TVA, on paye les hausses de prix. C'est maintenant qu'il faut y aller parce on est dans un département pauvre, quasiment exsangue d'économie. Il faut y aller. Pourquoi? Je vais vous donner 3 exemples que je citais hier soir. Moi, quand je vais faire les courses, que je vois des mangues qui viennent d'Afrique du Sud, ça me révolte. Quand je vois de la banane dollar, quand je vois des citrons qui viennent du Honduras, et quand je vois de la tomate d'Espagne, alors qu'on s'est battu à Perpignan, on a vidé les camions espagnols parce qu'on ne veut pas de ça. Je ne sais pas si vous avez déjà coupé une tomate espagnole, vous la coupez en deux, il n'y a même pas de graines, c'est une éponge. Vous prenez une éponge, vous mettez de l'eau, vous la mangez, c'est exactement la même chose. Vous goûtez la tomate, vous ne savez même pas que c'est une tomate. On bouffe des OGM. Je vais en métropole, je prends du FL, enfin du fruit et légumes, je découpe, il n'y a même plus de graines. Nous, on ne veut pas ça ici. Par Nous, on contre, sait cultiver, on sait faire des bons produits. C'est maintenant qu'il faut se réveiller, parce que si on se réveille trop tard, on n'aura plus notre mot à dire, parce qu'on aura été des citoyens passifs. Je ne suis pas révolutionnaire, hein. J'aime pas la guerre, j'aime pas les émeutes, j'aime pas tout ça. Mais à un moment, il faut choisir, malheureusement. Par contre, il parlait de fruits et légumes et tout. Quand il disait justement, nous ne sommes pas un pays riche. Riche économiquement. Voilà. Les députés et ceux qui sont au pouvoir, je ne comprends pas à quel jeu ils jouent. Puisque personnellement, dans un sens, ils sont en train de dire qu'on a besoin de subventions, que l'Europe ne nous aide pas. Ils vont. L'exemple, il est flagrant. L'hôpital, il y a eu des problèmes. Le palais de justice s'est construit. Après l'hôpital, il est déjà fini. Il y a le Memorial Act. Pour moi, c'est une insulte. Le Memorial Act, c'est quoi ça? On n'a pas eu besoin de gaspiller autant d'argent pour faire ça. Ça paraît plus logique, effectivement. Le palais de justice, on n'a pas besoin d'un palais de justice grandiose comme ça en Guadeloupe. Nous sommes une île, nous ne sommes pas un pays. Mais on a besoin avec tout cet argent-là, je pense qu'on aurait pu faire déjà finir l'hôpital, peut-être aider les vieux et faire des maisons d'accueil, puisqu'il y a beaucoup de jeunes toxicomanes dans la rue, qui vivent dans la rue. Moi, je me demande, est-ce que ça ne les touche pas? Regardez l'état des rues, de nos routes. Donc pour vous, globalement, en fait, la France n'est pas si pauvre que ça, c'est principalement un problème de gestion. Là, vous parlez ça a toujours été un problème de gestion. De confiance politique, oui. Mais si on regarde bien, d'abord de confiance politique. Oui, mais concrètement, en France, le peuple français a décidé de transférer ses compétences décisionnaires, politiques, aux députés, aux ministres et consorts. Donc techniquement, on est censé se plier à leurs décisions. Donc là, ce que vous expliquez, c'est que le peuple, maintenant, veut reprendre ses droits, justement, face à leur inaction. Moi, je voulais parler du problème de l'eau. Parce qu'il y a des communes où les gens, ils ont de l'eau une seule fois par semaine. Et nous sommes alors, imaginez la galère de passer sa vie à remplir des bouteilles en plastique, à les vider, à faire les lessives, à faire tout à l'ancienne, dans un autre âge, à Capesterre, au Moule, à Port-Louis, maintenant ça s'étend. Alors, est-ce que les Guadeloupéens vont attendre que il n'y a plus une goutte nulle part. Vous avez vu l'interview de cette Michel Segret pour se lever. On est limite expert dans l'attente. Oui, parce que le français, justement, n'a pas trop attendu. On attend depuis 1789, presque. L'eau, ça fait quand même partie de l'hygiène. Et on n'a pas de CHU. Donc, au minimum, au moins l'hygiène, déjà au moins l'eau. Pour pouvoir au moins se rincer, se laver. C'est le minimum. C'est un minimum, mais on l'a pas. Moi, j'ai même pas envie de parler du français. Parce que nous sommes français, mais nous sommes guadeloupéens avant tout. Moi, j'ai l'impression, quand je regarde mon île, que nous subissons. Et nous sommes contents de subir. Est-ce que vous voulez vous dire que quand vous verrez vos enfants en difficulté, vous voulez vous dire, mais mince alors, j'ai rien, quand j'avais la possibilité de, je n'ai rien fait. Moi, je ne veux pas subir. Je refuse de subir. Je suis restée chez moi. Voilà. Il y a toute une génération qui refuse de subir, mais... C'est pas normal. Je prendrai mon cas. Que... Je cherche une entreprise, c'est difficile de trouver des entreprises. Lorsqu'on veut faire de l'alternance, c'est difficile de trouver des entreprises. Moi, je cumule 2 emplois. Je cumule 2 emplois parce qu'il faut bien vivre. Vous avez quel âge à peu près? 21 ans. Ah, ok. D'accord? Ok. Donc, je cumule 2 emplois pour revoir de la misère, non. Je ne veux pas subir. Je ne veux pas subir, pourquoi? Parce que j'ai ma dignité et parce que je ne mérite pas de subir. Aucun Guadeloupéen ne mérite de subir. Comme madame l'a dit, il n'y a pas d'eau, c'est pas normal.
comment ça se fait que nous soyons dans une île, excusez-moi, entourée d'eau et qu'il n'y ait pas d'eau? Et en 2018, Et en plus, vous avez de l'eau qui n'est pas potable. Sachant qu'on a une nappe phréatique de qualité et qu'on n'est pas en manque d'eau. C'est le On a réseau. surproduction en eau. Donc on sait C'est très le bien réseau qui est vétuste. mais où est passé l'argent? Plus de la moitié, voire même jusqu'à 80% se perdent dans la nature. Est-ce que Il y a des matières fécales dans l'eau. Il y a du chlordécone. on est à l'heure de demander des comptes? Oui, Est-ce que vous êtes Exactement. Oui, on est là pour demander des comptes. On veut savoir c'est demander des qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est fait pour qu'on Qu'est-ce qu'ils avance. font avec voulons savoir l'argent pourquoi du nous payons. peuple? L'argent des impôts, en gros, tout l'argent qu'ils gagnent, qu'ils nous volent, Nous payer, ouais. hein, Que nous payons. voilà, ils font quoi avec? Là, on attend une réponse, puisqu'on n'est jamais satisfait. Vous allez n'importe où, vous demandez à n'importe qui, que ça soit homme ou femme, la plupart des gens, ils vont travailler juste histoire de subvenir à leurs besoins. Une fois que le 15, le 20 est passé, les gens sont en train de s'arracher les cheveux, ils ne savent pas comment finir la fin du mois. Le SMIC, il faut l'augmenter aussi, parce que, regardez, je vais revenir sur Macron. Est-ce que vous trouvez ça normal que celui qui emploie, qui est à la tête du gouvernement, je dirais, celui qu'on a nommé président, en disant « je ne me sens pas concerné », puisse acheter 500 000 € de vaisselle pour mettre à l'Élysée? Est-ce que vous trouvez que ça c'est normal, que c'est un esprit qui est normal, qui fonctionne normalement? 500 000 € de vaisselle pour mettre à l'Élysée. Et qui vous dira après, mais madame, si vous cherchez du travail, Faut traverser la route. c'est quoi ça? En plus de nous piller, vous moquez de nous. Ah, mais est-ce que vous Et ils pensez se ça? moquent de nous ouvertement et ils jouent l'arrogance. C'est peut-être le fait que ce soit fait ouvertement maintenant qui dérange dans ce cas-là. Parce que ça fait belle lurette, effectivement, qu'on ne sait pas trop où l'argent, le denier public va. Concrètement. Mais c'est un manque de respect envers le peuple. De faire ça, c'est un manque de respect envers le peuple. Donc la méthode, effectivement, la méthode qu'il a employée n'était du tout pas la bonne. Son gouvernement n'est pas bon. Si on est là, justement, c'est pour montrer qu'elle Voilà. n'était pas la bonne. Alors avant la coupure pub, vous êtes aussi pour sa destitution ou pas? Exactement. À 100%. Macron, démission. Et même, je pense que si on est là, c'est qu'il n'y a aucun de nous qui a voté pour lui. Ouais, mais il n'y a pas grand monde qui a voté pour lui. Mais justement, je suis désolé, je ne sais pas si tout le monde a eu la petite bande vocale qui passe sur le WhatsApp. Maintenant, sur les WhatsApp, il y a une petite bande vocale qui est en train de, en quelque sorte, prouver que Macron, il a été élu président, mais sans aucun vote. C'est qu'il y a eu une magouille. Je ne sais pas si vous l'avez Là, déjà entendu. c'est une accusation d'un autre niveau. Il y a plusieurs accusations qui sont faites sur la campagne. Oui, Mais je ne sais pas si c'est un fake. C'est pas prouvé. Macron est élu président, on a voté pour lui. Le peuple français a voté pour lui. Il y a 20% du peuple qui a voté pour lui. Voilà, c'est tout. On n'a aucune preuve. Les Français ont mal voté, d'accord, mais on l'a élu président. De toute façon, ça ne changera pas la date. Voilà. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est éviter qu'il reste au gouvernement. Voilà. Je veux dire, ça y est, il y en a assez. C'est qu'il sorte. L'objectif, c'est qu'il C'est un parte. jeu de l'Europe. Et cumul, Pourquoi? c'est pas possible. Parce que je pars de 2000. On n'a pas voté pour Chirac II, on a voté contre Le Pen. On n'a pas voté pour Sarko, on a voté contre Le Pen. On n'a pas voté pour Hollande, on a voté contre Le Pen. Et moi compris. Et on n'a pas voté pour Macron, on a voté contre Le Pen. Moi, dans mon pays, ou dans mon île, je ne veux pas d'extrême droite. Voilà. Moi, je suis patriote, je ne suis pas nationaliste. Maintenant, depuis 30 ans que ça dure, stop. Il y a un moment où il faut arrêter. Ce qui se passe, c'est qu'on a un président qui dit, bah, si tu veux du travail, mon ami, traverse la rue. S'il te plaît, arrête tout. Toi, commence à traverser la rue, commence à vivre avec 450 € par mois, apprends ce que c'est que de vivre avec 1200 € par mois, un foyer, et finir avec le frigo vide le 12 du mois, et le compte en négatif le 20. Apprends à faire ça. Et quand tu sauras faire ça et gérer ça, tu seras un bon président. Pour l'instant, ces mecs-là sont à la solde de l'Europe. Je ne fais pas de politique ni rien. Moi, je suis un simple citoyen. Tout ce que je sais, c'est que ces gars-là, en ayant accédé au pouvoir, a reconnu lui-même qu'il a été élu par effraction. Voilà. Ensuite, on en est à des termes politiques
et des problèmes politiques qui vont au-delà, je ne vais pas les citer, mais il est à l'heure actuelle important que les gens comprennent, et en Guadeloupe aussi, qu'on arrive au bout d'un système, et on a, pour nos générations suivantes, pour nos départements, notre pays, pas le droit de ne rien dire. Si on ne dit rien, la prochaine fois qu'il se passe quelque chose, on n'aura pas droit à la parole. Je voudrais revenir sur quelque chose encore, en parlant de Macron. Est-ce que vous trouvez normal, si c'est un si bon président, comment se fait-il que dans un petit laps de temps, qu'il y a eu autant de démissions, autant de gens dégoûtés? Les ministres qui démissionnent, ça ne s'est jamais fait en politique. Jamais dans l'histoire de la politique. Mais ce qui se passe depuis ces 2 années de mandat, sincèrement, bon, il n'y a pas d'antécédent. Hein. Oui, c'est inédit. Il y a beaucoup de choses qui sont inédites, effectivement, dont... Bientôt, on pourra tourner des téléréalités à l'Élysée. Il nous a déjà fait un petit exemple là. Rapprochez-vous. On y est presque, hein, quand on voit un président de la République qui traite le peuple qu'il doit représenter avec un mépris et une arrogance affichée à ce point, c'en est effrayant. Ça montre la déconnexion entre la classe politique française et le peuple français. C'est exactement ça. Et ce n'est pas le président des Français, ça n'est pas possible, parce que aucun Français qui se respecte ne peut supporter d'être traité de la sorte par quelqu'un qui est censé le représenter. Et on sent bien, je vous le dis, je sens bien que l'attitude qu'il a adoptée ces dernières semaines, notamment face aux Gilets jaunes, était très mauvaise. Et ça va lui coûter... délétère. Ça va lui coûter très cher. On se quitte pour une petite page de publicité. On revient tout de suite après avec notre délégation de Chine. De retour sur le plateau de la grande édition, nous sommes toujours en compagnie de notre délégation de Gilets jaunes. Alors comme je vous disais, hors plateau, parmi les commentaires effectivement sur le Facebook notamment, effectivement il y a certains internautes qui nous disent que nous sommes un peu bon dernier avec la Martinique, puisque la Réunion, elle, a déjà fait plier le gouvernement. Notamment, ils ont obtenu une baisse sur la taxation des carburants. Là, ils obtiennent petit à petit ce qu'ils veulent. En Guyane, leur livre blanc est réétudié par le gouvernement. Ici, en Guadeloupe, on n'a aucune offre. Comment vous expliquez ça? Alors que nous, on a eu LKP en 2009. Normalement, on a une longueur d'avance, ce qui n'est pas le cas. Ben, tout d'abord, il aurait fallu que ceux qui disent que nous sommes en dernier, il aurait fallu qu'ils se joignent à nous, puisque c'est bien facile de dire les choses, mais c'est un petit peu plus difficile de les faire. Donc, on a beaucoup de soutien des gens qui passent, qui nous disent des choses, mais on aurait voulu qu'ils viennent avec nous dans la rue. C'est l'union qui fait la force. Oui, je voudrais dire aussi, les gens qui nous disent que où sont les gilets jaunes? Mais pourquoi vous ne venez pas? Où est-ce que vous êtes? En fait, tout le monde a un gilet jaune potentiel. Voilà, pourtant, hein. Pourtant, on a tous des voitures presque en Guadeloupe. On a mis des panneaux, des informations. À part les bébés, d'accord, on a tous des gilets jaunes. Mais ils sont où ces gens-là? Venez nous voir. Demain, on a une réunion à 19h. Venez au Vélodrome nous rejoindre. Comme ça, on prend vos convictions, vos revendications. On sera tous ensemble. Venez nous voir. Au lieu de dire rester sur les réseaux, venez avec nous et tout le monde revendiqueront ce qu'il a à revendiquer. Venez nous rejoindre, demain on vous attend. Vous êtes en phase d'élaboration de votre plateforme de revendication. Donnez-nous des plus on sera nombreux, plus il y aura de force. Si tout le monde reste dans son petit coin, tranquille, peinard, ça ne fera pas. Nous on se bat depuis le 17. On est là tout à chaque fois. Mais il n'y a personne qui vient. Venez, on sera nombreux. Plus on est nombreux, plus ça fera force. Comme on a dit, on se bat pour nous. Nous, on est le peuple, les citoyens. Donc on se bat pour nous comme pour vous. Vous et nous, c'est le même mot. Venez vous joindre à nous. Et ça fera un gros nous. Il n'y a pas de raison de désespérer. Ça a été lancé. Chaque peuple a son rythme. Chaque région a son rythme. À un certain moment, il faut 1 ou 2 personnes pour lancer une initiative. Mais en ce qui me concerne, je n'avais pas, en tout cas, de doute quant à une mobilisation ici en Guadeloupe. Quand on fait allusion à 2009, le LKP, c'est-à-dire c'était suite au mouvement de Guyane, c'est la hausse des carburants en Guyane. Mais bref, tout ça c'est lié. Les ferments sont là pour justement qu'on réagisse. Il faut se dire, en tout cas, qu'on ne doit pas s'excuser de parler politique. Effectivement, ce n'est pas une affaire de partis politiques, ça il faut faire la précision, mais tout et chacun est libre d'avoir une opinion politique, parce que la fiscalité est politique, chers amis.
Donc cessez de vous excuser, dire je ne fais pas de politique, je ne fais pas de politique. On est libre, justement. Le problème, nous ne faisons pas assez de politique. C'est la raison pour laquelle nous sommes grugés souvent. Nous n'avons pas une opinion assez pointue sur les choses. Et je vous invite justement à analyser ça très sérieusement. Et s'il faut demain aussi que ça change, il faut une démarche politique. Parce que la politique décide toujours par contre. J'estime qu'on a eu déjà assez de mauvais exemples pour qu'on puisse parler de politique. Moi, dès le début, et je me répète encore une troisième fois, nous sommes ni politiques, ni syndicats. On ne veut pas entendre de choses politiques. Là, c'est la population. La population n'est pas politique. Mais c'est crucial. C'est crucial parce qu'il parle de la conversion en fait du mouvement, donc les doléances qui sont faites. Puisqu'on ne pourra pas le faire avec le gouvernement actuel, on le fait avec qui? C'est ça la grande question. Vous savez quelque chose? Attendez, je vais dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. J'estime qu'on aurait dû voter une loi où une fois que le peuple n'est pas satisfait de l'évolution du résultat, attendez, du résultat de celui qui a été mis à la place, en tant que président, voilà, je dirais, une fois qu'on n'est pas satisfait de tout le travail qu'il fait, enfin, tout le travail, on va dire entre guillemets, du travail qu'il fait, il devrait avoir une loi où on l'éjecte. Et histoire que après 25 ans, qu'ils profitent encore des lois parce que bon, ils ont occupé un poste machin. Non, ça ne devrait pas se faire. Voilà, des indemnités, ils touchent de l'argent et tout. Ça ne devrait pas se faire. Une fois que vous n'avez plus le poste, l'emploi, vous allez faire comme tout le monde, comme tout citoyen, vous allez à Pôle emploi et vous allez chercher du travail. Arrêtez avec les privilèges accordés aux policiers. C'est fini. Je partage ce qui est clair. Il faut que les gens se mobilisent. Le peuple est souverain, le peuple a le pouvoir, dès lors qu'il est conscient, dès lors qu'il est mobilisé. Mais pour ça, vous savez, souvent, ça arrive qu'il y ait des feux de paille, que des mouvements, ce soit des feux de paille, et ensuite demain, il n'y a plus rien, et on vous nique encore plus fort après. Donc il faut, dès lors qu'on a des soulèvements, des manifestations de mécontentement ici, que justement que ce soit fort, mais qu'il en reste quelque chose. Et ça le drame, souvent, c'est-à-dire qu'il y ait des mouvements et il n'y a pas une ligne, on ne sait pas où on va. On réagit parce qu'on est en colère. Mais il faut voir l'après. C'est ça. Donc, on est là, en tant qu'élément, je considère l'élément avancé, parce que nous sommes mobilisés, mais il faut, c'est-à-dire s'arranger pour que, justement, demain, que cela n'est plus court. Alors, et j'appelle l'ensemble des Guadeloupéens, dont vous avez dit demain soir au Vélodrome, mais samedi aussi, bref, les jours qui viennent, il faut amplifier la mobilisation. Alors, vous avez parlé de quelles sont nos revendications. Il faut savoir que nous avons commencé à élaborer une pétition sur laquelle sont présentes l'ensemble de nos revendications. Cependant, vu que nous ne sommes pas une seule voix, nous attendons justement de rassembler des personnes pour qu'ils puissent aussi apporter leurs problématiques et mettre justement en lumière tout ce qui se passe en Guadeloupe. Notre pétition, on ne la trouve pas assez complète. Et nous continuons à travailler dessus. Pour l'instant, on l'a envoyé à tout le monde. Combien de points de revendication vous avez déjà il faudrait que je regarde. À peu près. On va regarder. C'est en dizaines, Attendez, peut-être une vingtaine. Une vingtaine. Est-ce que vous pouvez nous parler des principales revendications que vous avez déjà au niveau local, sur le niveau local? Tout d'abord, je vais laisser monsieur s'exprimer parce qu'on a, notamment au niveau de la pêche, il faut savoir que c'est compliqué. Il faut commencer par se nourrir, effectivement, c'est très important. Il y a la pêche, il y a aussi tout ce qui est tourisme, puisque moi je suis marin, et donc marin, il n'y a pas que les pêcheurs, mais il y a aussi les pêcheurs, qui est le travail le plus difficile, je pense. Quand ils vont chercher le poisson, on ne se rend pas compte quand il est dans notre assiette, qu'ils sont peut-être dans 5, 6, 7 mètres de creux pour aller remonter leur filet dans la nuit. On a un gros souci aussi, c'est que les marins, on doit revalider des modules de sécurité, d'incendie, tout ça, qui avant les revalidaient à l'IRPM, qui a déposé le bilan. D'accord ? On a aussi un souci avec l'essence qui n'est pas... le gasoil et l'essence, les prix ne sont pas les mêmes qu'en métropole. Quand on retrouve un prix qui est à peu près de 0,61 pour l'essence en métropole et 92, je parle en détaxé pour les professionnels, en 92
au niveau de la Guadeloupe, 80 centimes pour la France, 92 centimes pour la Guadeloupe. En plus, nous avons quand même des cyclones, nous avons quand même des choses comme ça. Donc depuis Maria et Irma, les assurances des bateaux ont augmenté de plus de 50% à peu près. Pour quelqu'un qui payait une assurance de 1100 € à peu près, maintenant il le paye 2000 €. D'accord? À l'heure d'aujourd'hui, 2000 €. Sans compter les sargasses qui les gênent pendant la pêche, dont il faudrait trouver des solutions aussi à ces pêcheurs. Beaucoup d'annonces pour la pêche, mais on n'a pas vu grand-chose. Et voilà, énormément. Énormément de choses comme ça. Il y a plein de choses pour les pêcheurs, pour les excursionnistes aussi. On nous fait payer aux touristes une taxe qui s'appelle la taxe Barnier. Pour l'instant, ça fait que augmenter le prix de l'excursion, mais derrière, on voit aucune amélioration des sites. Donc, je pense qu'il faudrait à un moment penser aussi aux pêcheurs, aux marins qui sont sur l'eau, qui ne sont pas tout le temps avec leur famille, qui ont des enfants, des femmes qui les attendent à la maison en espérant les revoir revenir vivants. Autre problématique. Que vous pointez du doigt. Le CHU. Le CHU, le côté médical. Faut dire un peu, voilà, moi ce que je voulais dire, il ne faut pas attendre que ce soit... Viens, rapproche-toi. Voilà, tu peux venir plus près. Vas-y. Ah ouais, attends, du sport, c'est bon. C'est les aléas du direct. Alors ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas attendre que ce soit un de vos proches qui soit blessé, que quand vous arrivez à l'hôpital, vous vous dites, ah, il n'y a pas un service compétent, il y a rien. Il faut que je ramène mon ventilateur parce qu'il fait chaud dans la chambre. C'est ça, on peut rien faire, c'est pas la faute des infirmiers, des médecins, il n'y a pas les matériaux, qu'il faut. Il y a des problématiques, moi je suis du milieu médical, il y a des problématiques d'approvisionnement de matériel. On ne peut plus accueillir les gens décemment, on ne peut plus les soigner décemment, le personnel est à bout de force. Il y a beaucoup de... Ça après, tout le monde n'est pas au courant, mais il y a beaucoup de tentatives de suicide, voire de suicide. Au niveau du personnel, on est à bout. C'est des heures supplémentaires qui sont pas payées. C'est des astreintes. Enfin, le personnel n'en peut plus. On accueille des gens dans des situations déplorables. Au niveau des urgences, ils sont sur des brancards. C'est plus possible. On n'a plus de matériel, même en salle d'opération. C'est pas possible, quoi. Donc il faut que tout ça change. On peut même plus accueillir les gens s'ils n'ont pas leur mutuelle. Bientôt, au niveau des infirmiers libéraux, il faut savoir que d'ici 5 ans, la profession n'existera plus en tant que telle. Il y aura des plateformes qui vont être mises en place, donc gérées par des médecins. Ces plateformes vont perdurer un temps et ensuite finiront en structure privée. Enfin bon, tout va changer. Les gens qui n'auront pas assez d'argent pourront plus soigner. Les mutuelles vont devenir des assurances privées. On part sur quelque chose où la santé sera monnayée, quoi. Est-ce qu'on ne va pas justement sur un système de pauvreté généralisée où on disait avant qu'il y avait 3 classes, évidemment. Il y avait la classe pauvre, il y avait la classe moyenne, la classe riche. On est en train de creuser l'écart. Voilà. On est en train de creuser l'écart. Ce qui se passe avec M. Macron, c'est que M. Macron a décidé de vacciner les nourrissons avec je ne sais pas combien de vaccins. Il va nous tuer tous nos enfants. Parce qu'il y a une industrie pharmaceutique, il y a un lobby pharmaceutique, parce que Mme Macron avait des intérêts avec on va pas rentrer dans les détails, mais tout ça a été bien organisé, orchestré. Maintenant, nous, on est obligé de vacciner les petits nourrissons, je sais pas combien de vaccins, c'est complètement aberrant. Comment est-ce qu'on peut décemment soigner... Sans compter les surcoûts que ça génère. Mais bien sûr. Alors, puis après, tout ce qui est vaccin de la grippe, alors vous n'êtes pas seulement vacciné que pour la grippe. Moi, les personnes âgées que je soigne, je suis réticente à leur faire un vaccin de la grippe. Et pourtant, je suis obligée de le faire quand ils me demandent, ben voilà, parce que dedans, il n'y a pas que le vaccin de la grippe, il y en a d'autres. On rajoute d'autres vaccins parce qu'il faut écouler les vaccins. Donc tout ça, les gens ne le disent pas. L'industrie pharmaceutique, en ce moment, il y a des ruptures de stock dans les pharmacies de médicaments. D'un coup, alors vous avez des médicaments qu'on ne doit pas arrêter comme ça du jour au lendemain, qui s'arrêtent progressivement. Vous ne les trouvez plus en pharmacie. Voilà. Alors, il y a des choses qu'on ne vous dit pas, que nous, on vit sur le terrain. Pour remplacer par des médicaments moins chers? Alors après, pas forcément, ils ne sont même pas remplacés. Pour l'instant, ils sont en rupture de stock, on ne sait pas pourquoi. Même la pharmacie ne peut pas nous l'expliquer. Il faut comprendre une chose, c'est que tout est marchandisé. C'est ça. Tout est business. Surtout la santé, l'eau, tout et tout. Dès lors qu'on doit couper ça, on doit se dire, est-ce que ce schéma nous convient? À un certain moment, c'est le constat est fait, on a fait le tour du propriétaire. Donc, c'est le choix d'un système politique, c'est le choix de l'Europe. Il faut identifier, c'est-à-dire donc la provenance de ce type de décision.
Partant de cela, c'est-à-dire donc si nous manifestons aussi qu'il y a un mécontentement, il y a une inadéquation de ces choix, et se dire donc quelle remise en cause. C'est ça aussi la responsabilité. Donc, on demande à la sphère politique de prendre en charge nos enfants, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé. On ne peut pas laisser nos enfants aller dans un système de santé à bout de souffle, où ils ne pourront pas payer plus tard leurs soins, où ils seront malades, où ils vont choper des bactéries, parce que l'eau n'est pas bonne, parce que les canalisations n'ont pas été réglées en Guadeloupe, ce qui est aberrant. Tout est rouillé, on est en train de boire de l'eau qui n'est même pas bonne. On ne peut pas laisser nos enfants dans des situations comme ça. Il faut, ça c'est quand même des problèmes de santé publique. On peut plus se doucher. Il faut savoir que maintenant, on commence à nous dire, nous professionnels de santé, attention, il faut prévenir la population de plus aller se doucher, les parties intimes, avec l'eau du robinet, de la douche, parce que vous allez choper des bactéries. Attention pour les populations fragiles, les enfants, les personnes âgées. Et oui, tout ça, on vous dit pas, mais il y a plein de choses qui se passent. D'accord ? Donc ça, il faut que ça s'arrête. Il faut que les politiques locaux, vous voulez parler de locaux, prennent à bras le corps tous ces problèmes. Les problèmes de sargasses, les émanations de gaz, les problèmes de bronchite chronique qui sont mais en recrudescence chez la personne âgée, des asthmatiques, les problèmes des microparticules avec la poussière du Sahara, tout ça on vous dit pas, ça se dépose dans les poumons, dans le fond des poumons, hein, et ça reste. Comment est-ce qu'on va gérer tous ces problèmes-là et les enfants qui courent dans les cours de récré pendant ce temps-là? On peut pas, quand il y a un indice de pollution maximal, on les laisse courir dans les cours de récré. Il faudrait quand même prendre ces problèmes. C'est des détails très importants auxquels on ne pense même pas. Ah bah oui, mais dans le évidemment, quotidien, c'est ça. Mais évidemment, parce qu'on est tellement pris par tout plein de choses, on vous noie dans plein de taxes, dans plein de choses, on n'est pas informé. Mais on doit prendre en charge ces problèmes. Nos enfants ne vont pas aller bien. J'invite la population à nous rejoindre. On est un mouvement populaire, un soulèvement populaire pacifique. On n'a pas un pacifiste, on n'a pas envie d'aller tout casser particulièrement. Vous voyez, on a envie de régler les problèmes sanitaires et autres de mes amis et mes concitoyens. On a envie d'être là pour nous tous. On a tous, après on a tous des spécialités, donc on va tous parler de ce qui nous touche, mais en fait tout est touché et c'est bien dramatique. Et on ne pourra pas vivre dans un avenir proche si personne ne se mobilise. J'invite tout le monde à se mobiliser. On ne fait pas de cas de qui a voté Macron, qui va nous rejoindre dans un mois ou dans 2 mois. Venez absolument, c'est important. Cette fois-ci, c'est un soulèvement populaire, il n'y a pas de leader. Donc du coup, les gens sont réticents, mais c'est un mouvement légitime. Voilà. C'est un mouvement légitime. Je crois que si on est tous là aujourd'hui, c'est parce qu'on est tous exactement dans la même situation. C'est-à-dire que l'État est en train de nous raironner, il est en train de nous enterrer sous des taxes diverses et variées, des impôts déguisés, des petites connivences avec des lobbies. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui touche tout le monde. Aujourd'hui, Internet est incontournable. Pour chaque ménage, c'est une obligation. Toutes les démarches administratives à partir de maintenant vont être faites par Internet. Bref. Mais les accès Internet ne sont pas gratuits pour autant. Alors non seulement les accès Internet ne sont pas gratuits, mais en plus les accès Internet ne sont pas garantis par tout le monde et pour tout le monde. Il existe en Guadeloupe un certain nombre de zones qui ne sont prises en charge entre guillemets que par Orange, donc qui se retrouvent dans une situation de monopole de fait et qui pratiquent des tarifs qui sont démentiels. Ils sont tout seuls. Moi, je vais vous prendre un petit exemple. Pour une offre ADSL en métropole, une offre ADSL classique, appel illimité, fixe mobile, etc. En métropole, quand on prend un nouvel abonnement, la promotion, elle dure 12 mois. D'accord ? Et le prix promo, il est à 28,99 € par mois. Je prends la même offre en Guadeloupe. La promo, elle est de 6 mois. Déjà. Donc on perd déjà 6 mois de promotion. Et au lieu de 28,99 €, on va nous facturer 52,40 €. Le double, presque. Le double. Plus du double. Si on prend le téléphone portable, au jour d'aujourd'hui, le téléphone portable, c'est pareil, il est incontournable. Que vous cherchiez du travail, que vous soyez... Bref, le téléphone portable, c'est quasiment une obligation. En métropole, vous avez même
des forfaits tout compris, c'est-à-dire que vous avez Internet illimité, avec le téléphone fixe, le téléphone mobile, etc. Et ça ne vous coûte par mois que 29,99 € pendant un an, le tout. On est d'accord sur le tout. Alors que en Guadeloupe, sur un an, il faut qu'on compte 1276 €, alors qu'en métropole, c'est 359 €. C'est 354% de plus pour quelque chose qui est incontournable. Alors effectivement, c'est pas de la nourriture, c'est pas, mais c'est quelque chose dont aujourd'hui on ne peut plus se passer. Donc effectivement, qui devrait être abordable. Il devrait y avoir une concurrence, mais en Guadeloupe, il n'y a pas vraiment de... Avec la complicité de l'État, Voilà. puisque l'État est actionnaire à 23,5% de notre opérateur historique. Effectivement, c'est tout à fait vrai. Donc bon, il y a beaucoup de conflits d'intérêts en République française, parce qu'on veut vendre, mais en même temps on vend des services qui devraient être accessibles à la population, mais on veut les vendre comme si on était des entreprises privées. Donc c'est pas très logique. Donc vous demandez aussi donc la révision de certains tarifs, dont les télécoms. Il serait quand même effectivement de bon ton de se pencher sur ces différences de tarifs, parce que qu'on ne vienne pas m'expliquer qu'il est normal d'avoir presque 355%. Ils vous l'expliqueront par en fait le surcoût des installations. Voilà. Ils amortissent depuis... C'est de la poudre de perlimpinpin. Alors, moi je veux bien, honnêtement je veux bien, mais dans ces zones-là, je parle de petits bourgs, de l'autre côté de la nationale, bien sûr. Quand on est obligé de relancer la box 5 fois au minimum dans la journée pour avoir au moins une connexion Internet. Je ne vous parle pas d'une connexion Internet de qualité qui vous permette de regarder des vidéos ou quoi que ce soit. Non, je vous parle d'une connexion Internet qui vous permet d'ouvrir une page. Et dans un temps qui soit acceptable. Voilà. Donc le service n'est pas là, le tarif est rédhibitoire, exorbitant. Alors, moi je veux vous relancer là-dessus, puisque c'est vrai qu'on paye des services à un coût qui ne correspond pas du tout au service rendu, ça c'est clair, net et précis. Mais est-ce que finalement, parce qu'il y a des procédures qui sont possibles. Techniquement, on n'est pas satisfait d'un produit, on peut le rendre, on peut le retourner, on peut mettre un terme à l'abonnement. Quel choix Est-ce qu'on a une alternative quand on n'a que Orange de disponible, parce que l'alternative c'est de ne pas avoir Internet. Effectivement, donc... Voilà. Donc le choix, il est où là? Vous avez le choix entre Orange et Orange. Voilà, le choix c'est Orange et Orange, ou alors rien du tout, c'est-à-dire être en dehors de la société et ne plus pouvoir être en vivre, contact avec le monde, quoi. Voilà. En gros. Perdre le contact avec le monde extérieur, envisageable. ne pas pouvoir faire ses démarches comme tout un chacun. Donc voilà, rentre effectivement, la téléphonie rentre dans le cadre un peu de la vie chère, parce que bon, absolument. 354% en moyenne, c'est énorme. C'est comme pour nos darons. C'est astronomique. Il faut surtout comprendre que c'est un marché captif. C'est un marché captif, donc forcément il y a des logiques d'abus. Non, mais il y a des lois. Ça s'appelle du matraquage monétaire. Je vous dis quelque chose, c'est-à-dire. Excusez-moi, je voulais rebondir sur ce que la dame a dit au moment en parlant de Orange et que Orange. C'était pour qu'on puisse comprendre qu'on y va petit à petit vers la mondialisation, pour ne pas dire le nouvel ordre mondial, qu'on veut tout mettre à l'unique, un seul dans chaque chose. Pour commencer, et il faut oser. Tu peux te redresser un peu. Pardon, excusez-moi. Voilà, mets-toi plus à l'aise. Donc il faut oser. Chers Guadeloupéens, je m'adresse à vous. Nous sommes en jaune, mais là c'est rouge. Mais on n'est pas dans le rouge. Nous sommes les jaunes, ça parle plus. Nous sommes victimes d'un gouvernement qui est illégitime. Donc, chers Guadeloupéens, il faut que vous compreniez que nous devons montrer l'exemple à ce gouvernement. Parce que ce gouvernement, justement, ça part en sucette et c'est de vrais enfants. Parce que quand on se penche sur le cas de chaque individu qui est censé avoir des responsabilités, on voit qu'ils ont toujours un petit à côté qui éclabousse leur image respectable. Donc, on ne va pas s'étaler trop sur le sujet, mais moi, ce que je voulais rappeler, c'est que notre gouvernement, c'est un enfant. Il est devenu un enfant. Pourquoi? Parce qu'il ne veut plus de responsabilité. Il veut avoir les gains et en profiter. En privatisant. Évidemment, en privatisant. Ensuite, les radars. Y compris, bien sûr. Radar, autoroute, bon, bientôt on aura la Française des Jeux. Voilà. Donc, si vous permettez que je poursuive. Allez-y, allez-y. Donc voilà, ils ont déjà délaissé leurs pompiers, délaissé leurs forces de l'ordre. Oui, tout à fait. Ils ont laissé les gardes de prison.
ils laissent tous ces corps de métier qui sont censés être des fonctionnaires à leur situation critique. Les pompiers, pareil. Non, mais quand on avait annoncé la mort de la fonction publique, c'était peut-être pas pour rien. C'était pas pour rien, c'était pour alerter justement. Donc je pense qu'on vit trop dans un système de désinformation et qui est accouplé avec une seringue hypodermique de tous ces programmes qui sont servis comme un bouquet sur un plateau d'argent. Et tout ça, c'est gestionné par des oligarques qui, pour une minorité, ils font la pluie et le beau temps. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui manquent un petit peu de patriotisme, je ne parle pas de ceux qui ont des responsabilités, des petits-enfants de bas âge et autres qui nous soutiennent, c'est bien de mettre un petit like. C'est bien de rester chez soi, de mettre un petit like. Mais ce serait mieux de venir. Ce serait vraiment pas vilain. Donc, messieurs et dames, nous sommes des enfants de la terre. Nous sommes une petite île. Nous sommes vivants. On aime consommer. On accepte des choses qui viennent de l'étranger. Et pourquoi? Ceux qui nous ressemblent. Et on doit se pencher sur nos problèmes à nous. On est effrayant. On est réticent. Ça, je ne comprends pas. Donc, je vous invite à prendre la main de ce gouvernement comme un enfant et à le faire traverser le passage piéton pour lui apprendre comment il fait. Donc, nous, on ne va pas casser, on ne va pas démolir. On va éduquer. J'apprécie, j'adore la métaphore. C'était Tom, hein? Alors, on va passer dans une phase de conclusion. On va prendre un petit peu de temps pour la conclusion. Quelle sera la suite justement pour les Gilets jaunes? Je parle au niveau local, au niveau national. Bon, on sent bien que il restera peut-être pas grand-chose des Champs-Élysées après samedi. Mais ici en Guadeloupe, comment ça va se passer? Est-ce que les opérations sont prévues? Est-ce que vous pouvez en parler? Je ne sais pas si vous allez nous donner votre mot d'ordre. Voilà. Tout d'abord, on a une pétition qui va être en ligne. Oui, voilà, qui va être en ligne. Et... Quand? Tout un chacun. Cette semaine, voilà. Cette semaine, on est jeudi. Oui. Donc demain. Ouais, on va la faire. Voilà, normal. Okay. Et justement, on invite à la population, comme je le dis encore, je ne veux pas dire Guadeloupéens, Guadeloupéennes, puisque il n'y a pas que des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes qui sont touchés en Guadeloupe. J'invite la population à venir nous soutenir, à venir nous rejoindre demain à 19h près du Vélodrome. Il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas, d'où on n'a pas eu le temps. Il faut passer toutes les thématiques, tous les secteurs d'activité. Excusez-moi, je vais faire très court encore. On va pas, moi personnellement, mon sujet, ça sera les sargasses. Les sargasses. Alors, il faut dire que on a une citoyenne qui n'est pas avec nous, mais qui nous a donné des renseignements. Alors, elle habite vers le Zakokoya Saint-François. Il y a 3 ans, il y a 2 bateaux chinois qui sont venus en Guadeloupe. Ils sont restés pendant 3 ans stationnés là, dans la mer. Mais justement, là, on n'en parle pas. Vous savez pourquoi? Elle a appelé, je ne sais pas si j'ai le droit de dire les chaînes et tout. Elle a appelé, je le dirai, RFO, France Antilles, RCI, et elle vous a appelé aussi, Canal 10. Ça m'étonne. Personne n'est venu la voir. Elle nous a même envoyé des photos. Okay. Pendant 3 ans, ils sont restés dans la mer. Dans la mer. C'était soi-disant des bateaux pour venir traiter les sargasses. Je ne sais pas si les gens ont oublié. Ils ont soi-disant fait une usine pour pouvoir traiter les sargasses. Et une fois que l'usine a été faite, alors, après avoir fait les premiers tests, il s'est trouvé que, vu que les sargasses apparemment avaient un taux de chlordécone très élevé, en final de compte, on n'a pas pu les traiter. Donc, c'est encore de l'argent. L'expérimentation a été faite en Martinique, cette expérimentation-là. Mais justement, c'est encore de l'argent gaspillé. Les 2 bateaux dont je parle avaient, qui sont apparemment de Chine, le jour où Nicolas Hulot est venu, 15 jours après, Monsieur le maire de Saint-François, évidemment, ils ont fait venir un bateau pour faire une petite démonstration. Une fois que Nicolas Hulot était parti, le bateau, il s'est encore remis en mer. Et là, il est déposé sur la terre de certains monsieur, où est son nom? Monsieur Gadarcan, apparemment. Et puis, il se chinois ou du Sargato? Voilà.
Des bateaux chinois. Oui, qui étaient venus aussi, soi-disant, pour traiter. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas. Bon, et apparemment, une fois, ils ont dit que bon, ils n'ont pas pu faire les bateaux, faire le travail, puisque ça aurait coûté 4 000 € par jour. Donc, je ne sais pas si on se rend compte qu'est-ce que c'est 4 000 € par jour. Mais c'est quand même un nettoyage sur les plages. Voilà, de toute façon, c'est quand même beaucoup. L'argent passe avant aussi de la santé du citoyen. Voilà. Mais personnellement, je ne sais pas, mais personnellement, je pense qu'il ne faut même plus attendre sur les élus et il faut qu'on fasse le travail nous-mêmes. On sent bien que vous avez pris votre avenir en main et en fait l'avenir de la nation est pris en main par un peu les gilets jaunes en ce moment. Manifestation prévue donc samedi, vous n'en parlez pas? On va venir demain. Demain, dans un premier temps. Au Vélodrome, à partir de 19h, on va soulever tous les points. On va voir ensemble les actes, les actions qu'on va mener. Parce que le résumé, c'est quoi? C'est que les taxes augmentent sans arrêt. On paye. Et la qualité de vie, elle descend. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on ne peut même pas savoir quel sera l'avenir de nos enfants. On n'a aucune visibilité. Arrêtez de subir, à un moment il faut se réveiller. On entend beaucoup les gens râler, on croise des gens, ils nous disent ça va pas, la vie est dure, la vie est chère. Et quand à un moment il faut se lever, les gens se rendorment. On a essayé de les réveiller avec l'opération Escargot, on les a rendormis. Donc à un moment, messieurs, dames, rejoignez-nous, venez, arrêtez de vous plaindre pour rien. Guadeloupéens, venez discuter, venez échanger, on est là pour ça, en citoyen. Il faut savoir que voilà, dans le groupe, de toute façon, toutes les décisions, elles sont prises de manière plus que collégiale. On vote. Voilà. À partir de là... On imagine bien, on a vu un peu ce qui s'est passé au national aussi, ne serait-ce que pour les représentants, il faut que les décisions soient prises par tout le monde, sinon... Voilà, c'est exactement ça, et on est ouvert à absolument toutes les propositions, à toutes les idées que tous les Guadeloupéens vont pouvoir apporter avec leur expertise, avec leur ressenti, avec leur vécu. Et j'inviterais même justement la population à réfléchir en amont. Certains ne voudront peut-être pas manifester tout de suite, mais essayez de changer votre mode de vie. Favorisez la production locale. Arrêtez d'engrosser les gros. Essayez de réfléchir à, ne serait-ce que préserver votre île. Arrêtez de polluer, de faire ce genre de choses. En fait, c'est chaque graine d'iri qui a fait un grand sac d'iri. Je dis un grand sac d'iri parce qu'on a besoin de vous. Mais on a besoin également qu'il y ait une certaine conscience de la population. Conscience justement que c'est nous qui faisons notre pays. Ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement, c'est un outil, mais ce sont d'abord les citoyens. Donc, prenez conscience, ne serait-ce qu'individuellement, parlez à votre entourage, changez vos pratiques. Vous avez des artisans qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. J'ai discuté aujourd'hui avec une responsable d'un stand au port autonome qui disait justement que pour la route du Rhum, elle a dû payer sa place. Et finalement, elle a fait 0 chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qu'elle a gagné lui a servi à payer sa place. Ces personnes-là, ça n'arrive pas à s'en sortir. Le problème, c'est qu'en Guadeloupe, on a l'impression que nous sommes individualistes. Pensez collectif. C'est comme ça qu'on y arrivera. Je pense que dans ce monde mondialisé, en fait, tout le monde est devenu un peu selfish et individualiste. Oui, mais on n'y arrivera pas si on continue comme ça. C'est sûr. Il faut qu'on cède. Ça revient à ce qu'en Guadeloupe, on trouve des mangues d'Afrique du Sud. Ça revient à ce qu'en Guadeloupe, on trouve de la banane dollar. Ça revient à ce qu'en Guadeloupe, on trouve du citron du Honduras et des tomates d'Espagne. Et qu'on paye bien plus cher. Il aurait peut-être fallu plus de protectionnisme. Le problème qu'il y a, c'est qu'à l'heure actuelle, on est passé de citoyen d'un pays à habitant d'un marché. On n'est plus citoyen dans notre pays. On est habitant dans un marché. On est consommateur dans un marché. Donc on s'est fait manger par la mondialisation. Et bien aujourd'hui, on est en train d'y payer les conséquences. Pourquoi? Parce que si vous observez le mouvement Gilets jaunes, il y a 6 pays en Europe qui sont en action, dont les 2 piliers de l'Europe, que sont la France et l'Allemagne. N'y a-t-il pas un problème quand justement on rencontre des conflits sociaux, notamment dans les 2 pays fondateurs de l'Europe, qui a été fondé à la base pour ne plus connaître la guerre de 14, ne plus connaître la guerre de 40. L'Europe a servi à la base à ce qu'il n'y ait plus d'atrocités qui ont été faites sur ce continent.
Et le problème qu'il y a, c'est qu'on a accepté, et il faut qu'on dise non avant d'être pris au piège une bonne fois pour toutes. Pour établir les choses. Voilà, je voulais juste appeler nos concitoyens à nous rejoindre et qu'ils laissent leur casquette et qu'ils laissent leur képi, pour certains. Qu'ils laissent leur képi. Vous souhaitez que les forces de l'ordre vous rejoignent? Ah, mais oui, et qu'ils viennent, On se bat pour eux aussi. Parce qu'on sait qu'ils souffrent, on sait à quel point ils souffrent, et on sait à quel point ils sont avec nous, que parfois ils peuvent pas. Mais maintenant, les gars, lâchez tout et venez. Donc, il est plus que temps de se lever là. Donc, je voulais juste rajouter un petit détail avant la conclusion. C'est un problème qui me touche très à cœur, c'est le problème de l'eau. Juste pour une information, les usagers du réseau d'eau sont victimes de coupures d'eau intempestives. Le Code de santé publique dit que le distributeur d'eau doit assurer la distribution d'une eau potable au robinet des utilisateurs. Et dans le cas où ce n'est pas possible, il doit trouver les dispositions pour pallier à ça. Ça veut dire quoi? Que les gens qui vont acheter de l'eau en bouteille et qui n'est même pas encore sûr d'être potable, c'est pas à eux à le faire. Les services de l'État et le distributeur doivent prendre la responsabilité de distribuer cette eau-là. Donc ça, je dis ça, c'est pour que toutes les personnes qui s'en sortent pas parce qu'ils vont acheter le pack d'eau à 6 € à chaque fois qu'il y a une coupure, parce qu'il faut qu'ils se lavent avec cette eau-là, qu'ils peuvent même pas boire, qu'ils prennent conscience que c'est pas à eux de faire ça, d'accord? Donc ce sera ça le truc phare pour la conclusion. Et comme l'a dit mes collègues, même tous les gilets jaunes qui sont ici, pour pouvoir faire tout ça avancer, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit nombreux pour dire justement, moi je vais pas acheter d'eau, c'est à vous de nous donner l'eau. Pas acheter d'eau, mais aussi faire valoir ses droits. Faire valoir ses droits. Les connaître et les faire valoir. Et changer vos consommations. On en a marre du matraquage monétaire aussi, voilà. En gros, c'est ce qu'on veut dire aussi. On a tout plein de problèmes, donc il faut vraiment que ça arrête. Pas seulement en France, pas seulement en Guadeloupe, mais partout. C'est le monde qui est devenu comme ça. Mais bon, personnellement, nous, comme on vit la situation en Guadeloupe, donc on parle de nos problèmes en Guadeloupe. Il faut vraiment que nos élus prennent les choses en main, enfin, si je peux dire ainsi. Il faut vraiment qu'ils soient capables d'assumer leur rôle réellement et pas de jouer un rôle. Merci beaucoup. Oui. Rapidement, finir pour dire à nos élus, comme ils ont dit, et nos syndicalistes, parce que tout le monde nous dit où sont les syndicats et tout. Je voulais leur dire, ils sont d'abord citoyens avant d'avoir une casquette de syndicat, une écharpe d'élus. D'accord? Alors venez nous rejoindre aussi, parce que nous, on est là pour défendre notre peuple. Venez avec nous aussi, retirez cette écharpe. Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir et pour témoigner de votre détermination quant à ce mouvement des Gilets jaunes. Le rendez-vous est donc donné demain à partir de 19h au Vélodrome de Gourdeliane. Bon, pour la suite des événements, notamment ce samedi, on n'a pas de scoop à donner à la population. Tout le monde se rendra compte, je pense, au moment venu. Juste un petit mot avant la fin. Juste un petit mot. Attends. Juste un petit mot avant la fin. On sera peut-être dans les parages de Pointe-à-Pitre dimanche soir. On va faire une petite intervention quand même. Donc soyez nombreux et venez avec nous. Du style Mémorial Act un petit peu. Hein? Voilà, tout à fait. N'oubliez pas vos gilets. Surtout. Merci encore une fois d'être venus sur ce plateau, chers téléspectateurs. On espère effectivement que vous avez compris ce qu'ils défendent.